Bienvenue à tous et notamment à tous ceux qui sont encore en train de nous rejoindre. Donc dans ce webinaire sur la parentalité à l'ère du numérique, au sein duquel on va aujourd'hui traiter de la thématique des jeux vidéo et comment accompagner ces enfants autour de leur pratique des jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on accueille Olivier Gérard donc de l'UNAF et qui travaille aussi sur la plateforme pédagogeux.fr, qui sera donc l'intervenant du jour pour vous parler de cette thématique. Pour me présenter aussi très rapidement, donc Esther Maupeau, donc je suis consultante chez WeTaker et donc aussi sur la plateforme Les Bons Clics. Donc WeTaker qui organise ce webinaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, on est une association but non lucratif qui œuvre pour l'inclusion numérique, donc sur beaucoup de thématiques différentes, dont le sujet de la parentalité numérique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise ce webinaire aujourd'hui. On a différentes actions donc de sensibilisation au travers d'études, d'articles qui sont publiés sur notre média, aussi des actions de conseil, et notamment, on développe des solutions numériques, dont la plateforme Les Bons Clics, qui est donc une plateforme de ressources en ligne gratuites, sur laquelle je vous présenterai en fin de webinaire quelques ressources qui peuvent vous intéresser sur le sujet de la parentalité numérique. Mais voilà, c'est juste pour introduire qui nous sommes et pourquoi on organise ce webinaire, dans quel contexte. Et ce webinaire a pour objectif de vous faire découvrir aujourd'hui des outils, des bonnes pratiques pour que vous vous sentiez plus en confiance dans l'éducation au numérique de vos enfants. Et en particulier, le focus du jour sera autour des jeux vidéo et donc comment on va pouvoir vous proposer et vous mettre en avant des ressources qui vont vous être utiles dans l'accompagnement spécifique sur l'usage des jeux vidéo. Et l'idée, c'est aussi que vous puissiez rencontrer et échanger, là on est presque une centaine de participants maintenant, d'autres parents qui se posent les mêmes questions que vous sur ces sujets-là, ce qui est toujours enrichissant. Donc on va commencer par un rapide quiz d'introduction pour apprendre à se connecter et rentrer dans le sujet, et ensuite on aura donc l'intervention d'Olivier Gérard qui pourra se présenter donc incessamment sous peu pour vous parler de l'usage des jeux vidéo. Et enfin, on terminera par une rapide conclusion sur la découverte d'autres ressources autour de la parentalité numérique, notamment sur les bons clics. Et je vais ralentir, je vois effectivement dans le chat que je parle un peu vite, je m'en excuse, je vais essayer d'être plus calme dans cette présentation. Donc je vous propose de commencer par ce petit quiz d'introduction qu'on va réaliser sur l'outil VooClap, et je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez y accéder directement. Voilà, normalement, il vous suffit d'appuyer sur le lien pour accéder au quiz que je vais pouvoir lancer. N'hésitez pas à participer. L'idée, ça va être en quelques questions seulement, 6-7 questions, récolter vos retours d'expérience sur ce sujet, vous partagez quelques infos clés, qu'on puisse rentrer en matière doucement. Et c'est un quiz complètement anonyme, donc n'hésitez pas à participer, ça ne vous engage à rien. Et comme première question, de petite mise en contexte, à votre avis, combien de parents en France ne se sentent pas, pas du tout ou peu en confiance pour encadrer les pratiques numériques de leurs enfants? Et je vois que vous avez l'air d'avoir tous accès, c'est parfait, au VooClap, avec beaucoup de réponses déjà, et un 59% qui pour l'instant se dégage. Donc vous êtes plutôt d'accord pour dire que c'est une grande part des parents qui se posent des questions et qui ne se sentent pas forcément assez en confiance sur ce sujet-là. Alors, ça semble se stabiliser. Donc, la réponse, c'est un peu moins la majorité d'entre vous était plutôt sur le 59%, et vous étiez quand même 21 sur ce 44%. Et effectivement, c'est 44% des parents qui aujourd'hui ne se sentent pas ou pas assez accompagnés dans l'encadrement de la pratique numérique de leurs enfants. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est sûrement que c'est aussi votre cas. Donc, vous n'êtes pas du tout les seuls. C'est un sujet qui est assez vaste, assez complexe, et sur lequel on peut avoir besoin d'accompagnement ou de plus de renseignements, ou de se renseigner davantage. Cette donnée en particulier, donc cette statistique de 44%, elle est extraite d'un livre blanc qui a été réalisé par l'Union nationale des associations familiales, donc l'UNAF, et aussi l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Donc c'est un livre blanc qu'on vous invite à découvrir et dont on vous a mis le lien dans le support qu'on vous enverra à la suite du webinaire, dans lequel vous pourrez retrouver un certain nombre de conseils et d'outils pour agir au quotidien sur
l'accompagnement de vos enfants. Et il y a beaucoup de données qui sont assez intéressantes dans cette étude. En deuxième petite question comme ça de contexte et d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous et sur aussi les pratiques numériques. C'est intéressant de s'intéresser aussi au point de vue des parents avant de rentrer dans le sujet des enfants. Combien de temps passez-vous en moyenne sur vos écrans? Et là, on est par jour. Donc, c'est plutôt des fourchettes horaires, moins de 2 heures, entre 2 et 5 heures, ou plus de 5 heures. Donc là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plus d'avoir un peu un sentiment parmi 100 personnes présentes du temps que vous passez en moyenne sur vos écrans. Je ne sais pas si on peut interrompre au fur et à mesure ou s'il faut attendre la fin, mais quand on parle de ce temps d'écran, est-ce qu'on inclut le travail professionnel ou hors travail professionnel? Oui, là, c'est tout temps d'écran confondu. Ok. Et effectivement, personnellement, je serais aussi plus de 5 heures. Je vois que c'est ce qui semble se dégager. Et donc, pour info, donc, effectivement, les écrans aujourd'hui font partie de notre quotidien, que ce soit enfant ou adulte. Et il se trouve qu'un adulte passe en moyenne 5h07 sur son écran par jour. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir du recul sur ses propres pratiques pour pouvoir ensuite mettre en place des actions au quotidien avec ses enfants. Et d'ailleurs, on aimerait aussi rapidement avoir peut-être une vue parmi tous les participants de l'âge de vos enfants pour se rendre compte de si on est plutôt sur des adolescents ou des enfants de tout âge. Et ce qui semble se dégager, c'est effectivement que c'est assez réparti. Donc, je vois du 4, du 2, 10, 14, 16, 19. Donc oui, globalement, des enfants de tout âge qui ont l'air vous avez l'air d'avoir des enfants de tout âge parmi tous les parents présents aujourd'hui. Donc là, peu importe l'âge de vos enfants, vous êtes au bon endroit. C'est les enjeux de parentalité à l'ère du numérique, ça concerne vraiment tous les âges, avec des spécificités selon les âges. Mais voilà, on se rend bien compte aujourd'hui, si on regarde encore quelques chiffres de l'étude dont on parlait précédemment. L'âge moyen du premier smartphone est avant 10 ans. 10% des enfants de moins de 2 ans utilisent déjà un écran. Donc, c'est vraiment dès le plus jeune âge quelque chose qui concerne et impacte les enfants. Et donc, il y a un enjeu à accompagner dès le plus jeune âge sur ces pratiques-là et sur ces usages-là. Et justement, peut-être avant avant d'être dans le fond du webinaire, de se rendre compte, vous, ce que vous attendez comme réponse, peut-être de façon générale en venant à ce webinaire, mais peut-être aussi de façon générale sur ces questions d'accompagnement des enfants sur ces usages. Quelles sont un peu les principales difficultés que vous rencontrez au quotidien avec vos enfants sur ces sujets numériques-là? Pour l'instant, on a le suivi. Je vais juste enlever ça. Alors, peut-être les afficher comme ça pour que vous puissiez un peu plus lire les réponses. Je vais vous laisser quelques instants pour avoir le temps de répondre. Mais ce qui semble se dégager de vos réponses pour le moment, c'est effectivement les sujets de gestion du temps d'écran, comment aussi suivre ces usages, comment pouvoir aussi déconnecter, comment accompagner sans interdire. Donc, ça tourne beaucoup autour de comment surtout gérer le temps d'écran. J'ai l'impression que c'est ce qui ressort le plus. Donc, effectivement, oui, vous aurez notamment, on vous fera une synthèse des différentes réponses de chacun dans le support qu'on vous enverra à la suite du webinaire. Parce qu'effectivement, le temps passe vite, donc on n'aura pas le temps de lire toutes les réponses. Personne n'entend. Ah, ok. C'est bon, j'ai coupé le micro. Je me permets juste de couper des micros si jamais c'était une erreur, mais sinon, n'hésitez pas à participer dans le chat. Donc, effectivement, ce qui ressort de vos réponses et ce qui ressort globalement de différentes enquêtes aussi sur le sujet,
Les principales inquiétudes des parents semblent effectivement tourner autour de, donc ce qui ressort souvent, c'est les questions de est-ce qu'il y a des risques de dépendance, est-ce que c'est un concept qui existe ou non, est-ce qu'il y a les risques de cyberharcèlement, de mise en contact avec des inconnus, et globalement 3 grandes difficultés principales, donc de pouvoir identifier clairement les outils numériques qui sont utilisés par les enfants, mais aussi avoir une bonne vision des pratiques numériques des enfants. Ce qui est intéressant donc, dans l'étude dont je vous parlais, c'est que 27%, si on s'intéresse à notamment la pratique la déclaration du temps passé par les enfants sur leur écran, on voit que 27% des parents déclarent que leur enfant âgé, donc là, si on s'intéresse aux enfants de 7 à 10 ans, qu'ils utilisent un smartphone, alors que les enfants, eux, sur cette même tranche d'âge, déclarent être 52% à le faire. Donc, il y a souvent un décalage parfois presque 3 fois plus important dans la déclaration qui est faite par les enfants. Donc, il y a ce sujet-là qui est intéressant à souligner, de déjà pouvoir prendre conscience des pratiques et de bien les repérer et les comprendre. Les difficultés aussi à maîtriser soi-même ces outils-là, donc de bien les connaître et les comprendre. Et enfin, ce qui ressortait pas mal dans les difficultés que vous soulignez, comment mettre en place des règles pour limiter le temps d'écran ou l'accompagner, l'encadrer, pouvoir échanger autour de ce sujet-là, ce qui n'est pas forcément facile à réaliser. Et justement, vous avez peut-être, vous, déjà mis en place chez vous des bonnes pratiques que vous avez déjà testées pour encadrer un peu ces pratiques ou pour accompagner vos enfants sur le sujet? Est-ce qu'il y en a certaines principales que vous souhaiteriez partager? Et à nouveau, on vous partagera les résultats à la suite du webinaire. On fait comme on peut, effectivement. Il y a l'idée aussi, effectivement, de jouer ensemble et de partager des moments, que ce ne soit pas juste une pratique individuelle. Ou même, c'était peut-être aussi un commentaire qui allait au-delà du numérique, mais peut-être aussi d'avoir des temps en dehors du numérique. Et effectivement, c'est d'autres choses qui ressortent, de proposer aussi des activités autres. De maîtriser effectivement les temps d'écran sur des plages horaires aussi. Parfois, j'ai vu pas de télévision le matin, par exemple. Donc, effectivement, il y a pas mal de réponses différentes qui ressortent avec plusieurs aspects. Déjà, le fait de pouvoir échanger sur les usages qui sont faits sur smartphone, sur ordinateur, sur tablette, le fait de pouvoir échanger avec l'enfant. Et voilà, au-delà des règles, j'ai vu notamment un commentaire qui disait que chaque règle peut être facilement adaptée et contournée. Donc, il y a aussi le sujet donc, déjà d'établir un dialogue, outre de mettre en place des règles, de pouvoir aussi donner l'exemple, de pouvoir aussi montrer qu'on peut utiliser le numérique pour plein de choses. Le numérique, ça reste un outil qui peut être utile pour se construire, se cultiver, pour apprendre, pour jouer, pour lire et plein d'autres choses. Donc, d'avoir et de mettre en place différentes activités autour de ces usages. Et enfin, de partager des temps en famille. Et j'ai eu des idées, notamment voilà, de regarder des séries ensemble, de pouvoir partager des temps, que ce soit sur écran et hors écran, mais voilà, d'en faire aussi des sujets communs. Eh bien, il est déjà 12h16, donc je vous propose de tout de suite entrer dans le sujet maintenant des jeux vidéo. Et comme petite transition, juste pour rentrer dans la thématique, deux toutes petites questions sur les statistiques clés pour s'intéresser sur les profils des joueurs, parce qu'on peut souvent penser un peu de façon cliché que les jeux vidéo se concernent surtout que voilà, ce sont les jeunes garçons qui jouent aux jeux vidéo. Pourtant, si on s'intéresse un peu aux chiffres, on n'a pas forcément la même vision la réalité des joueurs des jeux vidéo et de leur profil n'est pas si vrai que ça, et plus nuancé et a plus de profils différents. Donc, la part des adultes qui jouent aux jeux vidéo, vous êtes assez partagés dans votre réponse. Donc, la part est beaucoup plus importante, c'est 71% des adultes qui jouent aux jeux vidéo. Donc, c'est selon une étude du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs et de médiamétrie qui a été réalisée en 2021. À nouveau, on vous partagera l'étude complète dans le support, donc qui s'appelle « Les Français et le jeu vidéo ».
Et donc, c'est 60, donc c'est une étude qui fait un état des lieux des différents profils des joueuses et des joueurs de jeux vidéo en France et qui décrypte leur habitude de consommation et d'usage. Donc, vous pouvez aller consulter cette étude. Et outre l'âge aussi, selon vous, quelle est la part des femmes qui jouent régulièrement aux jeux vidéo? Et quand je dis régulièrement, donc ce qu'on considère être un joueur régulier là dans ce contexte, c'est un joueur qui a déclaré jouer au moins une fois par semaine aux jeux vidéo. Pour voir on a mieux qualifié cette question. Et là, cette fois-ci, je vous laisse encore quelques secondes, mais ça a l'air d'être le 47% selon vous qui se dégage le plus. Donc, ça a l'air d'être 47%. Et effectivement, c'est la bonne réponse. C'est 47% des femmes qui déclarent jouer régulièrement aux jeux vidéo. Donc, cela étant dit, cette étude nous dit aussi que 98% des enfants jouent aux jeux vidéo. Donc, c'est un sujet qui très clairement concerne aussi les enfants. Et il y a une réelle nécessité de les accompagner sur ce sujet. Donc, je propose sans plus attendre de passer la parole à Olivier Gérard et de vous laisser vous présenter et nous parler de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes bien? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Et je vous propose aussi de vous partager, enfin d'arrêter de partager mon écran et de vous proposer de prendre la main sur cette partie-là. Ok, très bien. Alors normalement, je vais partager mon écran. Est-ce que là, vous voyez bien l'écran? Mon Oui. écran. Ok, parfait. Donc d'abord, merci Esther, merci à Vitech de m'avoir proposé de participer à ce webinaire autour de la parentalité numérique. Donc rapidement, moi je suis Olivier Gérard, je suis responsable du pôle média usage numérique à l'UNAV. Donc, au sein de ce pôle, notre rôle, il est assez simple, c'est d'accompagner les parents et les familles sur tous les enjeux liés au numérique. Donc, on travaille sur ces questions depuis une quinzaine d'années. On développe un certain nombre de ressources que j'évoquerai rapidement en fin d'intervention. Et par ailleurs, depuis 2008, on pilote un projet qui s'appelle Pédagogeux.fr, qui est une action spécifique autour du jeu vidéo pour accompagner les parents et les éducateurs, en fait tous ceux qui sont en lien avec des joueurs, les enfants notamment, mais pas que, autour de cette problématique du jeu vidéo, justement pour permettre à chacun d'être un peu plus à l'aise, même si on est joueur, de bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière, de trouver la bonne posture en tant que parent, d'avoir les conseils utiles et nécessaires pour que finalement le jeu vidéo au sein de la famille se passe de manière responsable, de manière positive, de manière saine, de manière utile pour tout le monde, parce nous, on n'est évidemment pas dans une approche visant à être sur la question de est-ce que le jeu vidéo, c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est utile ou pas utile. Il y a le jeu vidéo, il apporte beaucoup de choses et il faut l'accompagner et l'encadrer. Je voulais juste compléter par rapport aux chiffres qu'on a évoqués, ce sont des chiffres du CEL. Alors d'abord, j'ai vu qu'effectivement, quelqu'un évoquait le fait qu'on était, je pense que c'était sur les pratiques des femmes de jeux vidéo dans l'e-sport. On est effectivement sur des chiffres qui sont sans doute un peu différents dans le e-sport. Là, on est bien sur l'ensemble des jeux. On a des pratiques aujourd'hui de jeux vidéo qui sont quasiment égalitaires entre les hommes et les femmes. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, les pratiques de jeu sont les mêmes. Il peut y avoir des effets genrés sur certains jeux, et c'est le cas notamment du e-sport. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était pour compléter le 71%. Effectivement, 7 adultes sur 10 jouent aux jeux vidéo. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'il y en a 1 sur 3 qui joue tous les jours ou presque. Donc effectivement, on a quand même un tiers de la population adulte qui joue quasiment tous les jours aux jeux vidéo, et parmi ceux-ci, des parents. Et donc on est dans un contexte qui est un peu différent par rapport à il y a une quinzaine d'années, où les parents qui doivent accompagner les enfants sont parfois eux-mêmes joueurs, et donc évidemment ça modifie le rôle qu'on peut avoir, la connaissance du jeu que l'on a, mais aussi la manière d'accompagner ces enfants. Donc peut-être pour avancer, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées dans le petit quiz que vous avez fait. Alors, j'ai vu qu'il y avait effectivement un certain nombre d'items qui abordaient cette question, qui est souvent la question principale posée par les parents, c'est la question du temps de jeu, de la pratique excessive, du risque de dépendance. Alors, sur cette question des jeux vidéo, peut-être pour commencer, c'est effectivement souvent, nous, la première question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il y a un risque d'addiction et quel est le temps de jeu idéal?
Donc, nous, au sein de Pédagogie, le premier élément que l'on donne, et c'est important d'avoir ça en tête, c'est qu'il n'y a pas de temps de jeu de référence. On ne peut pas dire, quel que soit l'âge de l'enfant, on ne peut pas dire un enfant, il peut jouer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la question du temps de jeu, elle est souvent l'entrée principale pour les parents, c'est ce qu'ils voient. Ils voient leur enfant avec son écran, que ce soit un ordinateur, que ce soit son téléphone, son smartphone, que ce soit la console de jeu, que ce soit le PC. Ils voient l'enfant devant l'écran, sans doute en train de jouer. Donc effectivement, c'est l'entrée principale pour les parents. Mais ce qu'il est important de voir, c'est qu'on ne peut pas déconnecter la question du temps de jeu de la question du contenu et des pratiques. Parce que la vraie question à se poser, c'est pas tellement combien de temps peut-il jouer, c'est déjà à quoi il joue, avec qui il joue et comment il joue. Évidemment, l'âge rentre en compte, le moment rentre en compte également, mais c'est bien tous ces questions-là, tous ces sujets-là qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que en tant que parent, il faut essayer de regarder à quoi il joue, par exemple, quel type de jeu il joue. Est-ce qu'il joue seul? Est-ce qu'il joue en équipe? Est-ce qu'il joue en ligne ou pas en ligne? L'âge qu'il a. Est-ce qu'on est le week-end? Est-ce qu'on est en soirée? Est-ce qu'on est à un moment où il est, j'avais presque dit qu'il fait beau dehors et on peut aller se promener, aller faire une balade. Il y a tout un ensemble de paramètres à prendre en compte en tant que parent qui doivent ensuite permettre de définir finalement une espèce de cadre où les enfants vont pouvoir jouer, les moments ils vont pouvoir jouer, et finalement le temps auquel ils vont pouvoir jouer. Donc il n'y a pas en soi de temps de jeu. Et ça, c'est un élément important à donner aux parents. Alors évidemment, après, c'est aussi une question quelque part de parentalité, c'est-à-dire de bon sens parental. On voit bien que lorsqu'on est en semaine, qu'il y a école, il y a des pratiques de jeu de 2, 3 heures, 4 heures qui ne rentrent pas dans les cases. Il y a des points importants à prendre en compte, c'est évidemment l'école, c'est évidemment le sommeil, c'est évidemment le moment du repas, peut-être la question des devoirs, mais ça c'est encore un sujet qu'on peut discuter, et c'est de voir comment le jeu finalement peut trouver sa place dans l'équilibre des temps de l'enfant. Et c'est bien comme ça, en tant que parent, qu'il faut l'avoir. Ensuite se pose la question de la pratique excessive. Alors, il est important aussi de rappeler que le temps de jeu excessif, ça ne veut pas dire pratique addictive ou dépendance. Derrière cette question du temps de jeu excessif, la question qu'on doit se poser en tant que parent et qu'on doit échanger avec ses enfants, c'est pourquoi est-ce que l'enfant veut jouer? Quelles sont les motivations à jouer? Et c'est souvent hyper enrichissant de s'intéresser aux raisons pour lesquelles les enfants veulent jouer. Alors évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut jouer. Ça peut être simplement parce que c'est sympa de jouer, c'est fun, c'est du loisir, on s'amuse, on passe du bon temps et on a envie de passer du bon temps et donc on a envie de jouer. Ça, c'est quand même un point important. Et donc, quelque part, si l'enfant joue 1 heure, 2 heures, parce qu'il est dans cette démarche de prendre du plaisir, en soi, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans une pratique problématique ou une pratique excessive. Ensuite, il peut y avoir d'autres motivations qui justifient la pratique de jeu. Il peut y avoir, par exemple, le fait de vouloir se mettre en compétition. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeux, je parlais tout à l'heure du e-sport, se jouent contre l'ordinateur, contre d'autres joueurs. On est dans des modes plutôt de compétition, de performance, d'essayer de s'améliorer. Donc là, c'est l'enfant qui va plutôt essayer de progresser, de s'améliorer. Et donc là, on est sur quelque chose qui peut justifier une pratique importante, sans pour autant être dans une pratique à nouveau excessive. Ça peut être également simplement l'enfant qui va jouer, au fond parce qu'il n'a rien d'autre chose à faire. Il s'ennuie, donc il trouve dans le jeu une manière de passer le temps. Et là, on voit qu'effectivement, la question en tant que parent qu'on doit se dire, c'est peut-être qu'il faut que je lui propose des pratiques autres, des alternatives. Ça a été évoqué dans les réponses. Si l'enfant trouve dans le jeu une manière de ne pas s'ennuyer, de passer le temps parce qu'il n'a rien d'autre chose à faire, là déjà, c'est peut-être s'interroger en tant que parent de dire « Ah,
il y a du temps libre, qu'est-ce que je peux lui proposer qui ne soit pas du jeu. On sait en plus que on est parfois dans des pratiques où le jeu vidéo, la motivation à jouer va être une motivation qui est quelque part exogène. Ça va être tous les mécanismes de captation de l'attention, du fait que l'enfant va se retrouver pris dans l'univers du jeu et va être incité à revenir jouer. Là, on est dans une pratique de jeu qui commence à être déjà, c'est-à-dire que si l'enfant vous dit ben moi je joue parce que il faut absolument que je sois là à ce moment-là pour gagner un bonus, pour avoir ouvrir quelque chose, pour pouvoir progresser dans le jeu, parce que le gameplay fait que je dois être là à ce moment-là, là on est déjà dans des pratiques un peu plus gênantes. Ça peut être aussi jouer, c'est aussi une manière d'être en lien avec sa communauté, de passer du temps avec les joueurs avec qui on joue, ses copains, ses amis, ou des amis qu'on s'est fait en ligne. Donc là, on est plus dans la recherche d'une pratique sociale. Donc là, à nouveau, ça veut dire qu'il y a un besoin de l'enfant d'être en communauté, d'échanger avec les autres joueurs. Donc, c'est une pratique qu'il faut prendre en compte. On voit bien que la question du temps de jeu, elle est complexe. Donc, nous, ce qu'on dit aux parents, c'est soyez surtout vigilants à des signes qui commenceraient à être liés à une pratique problématique, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai mis, un changement de comportement de l'enfant, un isolement, une baisse des résultats scolaires, le fait que c'est quasiment plus possible de communiquer, enfin, tout un ensemble de faisceaux qui doivent nous alerter en tant que parents. Et là, peut-être, à ce moment-là, de se dire, est-ce que je peux me faire accompagner parce qu'il peut y avoir une pratique problématique. Mais attention, quand on dit ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le jeu ou la pratique de jeu qui est problématique. C'est peut-être que l'enfant, derrière, le jeu va révéler des troubles de l'enfant, des besoins de l'enfant qui ne sont pas assouvis. Un enfant, par exemple, qui passe son temps sur un jeu vidéo parce qu'au fond, il n'est pas bien dans sa peau et il trouve dans le jeu une réponse à ce mal-être parce qu'il va pouvoir être avec d'autres personnes qui peut-être peuvent avoir les mêmes problèmes ou qui ne se sentent pas à l'aise à la maison, à l'école, dans les milieux sociaux qu'il fréquente habituellement, mais qu'il va trouver, il va être beaucoup plus à l'aise dans l'univers du jeu. Ça, c'est un élément révélateur qui doit nous alerter et on doit accompagner l'enfant. Donc voilà, cette question du temps de jeu, elle est complexe. Il n'y a pas de temps de jeu de référence et vraiment l'important c'est de commencer par essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'enfant joue, qu'est-ce que ça lui apporte et repérer éventuellement des signes d'une pratique qui serait trop importante. Ça c'était un premier point qui nous semblait important de souligner. Le deuxième sujet, puisque quand on l'a préparé, il y avait cette question du jeu, de choisir un jeu adapté. En tant que parent, évidemment, on peut laisser son enfant jouer, mais il faut être vigilant au jeu auquel il joue et au type de jeu auquel il joue. Alors, choisir un jeu adapté, c'est d'abord, il faut bien avoir en tête que souvent, les parents qui ne connaissent pas l'univers des jeux vidéo vont avoir tendance à laisser leur enfant choisir. C'est-à-dire qu'on a quand même, quand on regarde un petit peu les enquêtes, on s'aperçoit que parfois les parents vont prendre le jeu que l'enfant va leur demander, sans eux-mêmes aller regarder un petit peu tout ce qui existe dans l'univers du jeu, les jeux auxquels il peut jouer, etc. Donc, la question à se poser, c'est quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte quand on veut choisir un jeu adapté. Alors évidemment, je vais y revenir après, il y a la question des contenus notamment problématiques en fonction de l'âge des enfants. Mais il y a aussi l'intérêt de l'enfant, les goûts de l'enfant. Qu'est-ce qu'il aime comme type de jeu? Qu'est-ce qu'il aime comme univers? Qu'est-ce qu'il aime comme mode de jeu? Et ça, c'est des éléments sur lesquels vous ne pouvez pas avoir de réponse autrement qu'en parlant avec votre enfant. C'est-à-dire, si votre enfant vous demande un jeu, ça va être peut-être parce qu'il préfère un type de jeu de combat, par exemple. Et ce type de jeu de combat, le fait qu'il a envie de jouer à des jeux de combat, ça peut être l'objet d'une discussion. Pourquoi est-ce qu'il aime ce type de jeu? Qu'est-ce qu'il recherche dans ce type de jeu? Donc, à nouveau, choisir un jeu adapté, c'est aussi en parler avec eux. Donc, les goûts de l'enfant, ses centres d'intérêt, ses motivations que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des jeux qui qui permettent plus facilement, par exemple, de jouer en compétition. Et d'autres jeux sont plus des jeux où on va jouer en mode solo, etc. Donc, en fonction évidemment de ses motivations, ce ne sera pas les mêmes types de jeux. Sur le jeu adapté, on a aussi cette question des contenus. Et là, c'était l'occasion peut-être d'aborder la signalétique PEGI. Alors, assez rapidement, parce que on sait aujourd'hui que la signalétique PEGI, elle est plutôt connue des parents,
pas toujours utilisée par les parents. C'est-à-dire, on la connaît, on sait qu'elle existe et pour autant, on l'applique pas. Donc, ce qui est cette espèce de décalage entre les deux est toujours interrogatif. Pourquoi est-ce que les parents qui connaissent cette signalétique ne l'appliquent pas? Donc, moi, je serais ravi d'ailleurs si vous êtes parmi ces parents que vous nous fassiez peut-être dans le chat retour des motivations à ne pas utiliser cette signalétique. Donc, sur la signalétique, rappelez rapidement que c'est une signalétique donc, européenne. Tous les jeux diffusés en France sont classés par cette signalétique, qu'elle s'appuie pour être mise en place par une grille de questionnement autour de 6 grands thèmes. Et donc, c'est les éditeurs qui vont faire une première classification. Et cette classification va être validée par 2 organismes européens spécialisés dans la classification des contenus audiovisuels. PEGI va ainsi fixer un âge minimum recommandé. Donc, on n'est pas du tout en France dans un système d'interdiction. C'est bien un âge recommandé et c'est ensuite aux parents d'appliquer cette recommandation. C'est important parce que d'autres pays européens ont fait le choix d'être dans des législations beaucoup plus fortes et où les revendeurs, par exemple, doivent vérifier que le jeu va bien être utilisé par des enfants qui ont l'âge et va pouvoir éventuellement refuser la vente à un enfant qui n'aurait pas l'âge. Donc, il va donner un âge minimum recommandé, mais également les contenus qui justifient cette catégorie d'âge. Donc, vous avez aujourd'hui 5 catégories d'âge que vous connaissez, que vous avez sans doute tous vus, 3, 7, 12, 16, 18, avec un visuel qui reprend les feux tricolores et qui assure une visibilité, une compréhension assez simple. Et vous avez également des descripteurs de contenu. La présence de langage grossier, la présence de comportements ou d'allusions de nature sexuelle, la question de la violence, les scènes de violence, la question de la peur, de contenus qui peuvent faire peur potentiellement aux enfants, la question également de la présence de consommation de drogue au sein du jeu, la question alors du jeu de hasard, c'est surtout le fait qu'on va être sur des jeux où on va être dans une logique d'apprentissage ou d'incitation à parier et pas, ça ne veut pas dire qu'on va faire référence au jeu de hasard. Pour le dire autrement, si un jeu vidéo, dans un jeu vidéo, on pourrait faire un Shifumi, je ne pense pas qu'on aurait le descripteur jeu de hasard. Et ensuite, achat intégré. Ça, c'est aussi un des derniers descripteurs qui a été ajouté, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de jeux, vous pouvez acheter des biens virtuels avec de l'argent réel. Donc, c'est important aussi d'alerter les parents sur le fait que ces jeux-là, potentiellement, peuvent entraîner des micro-dépenses au sein du jeu. Et puis, dernier descripteur que j'évoque en dernier, alors d'autant plus que il est en cours de réflexion au niveau européen. Je fais partie du comité d'experts PEGI au niveau européen. Il y a une réflexion sur cette question de la discrimination. D'abord parce que sur le visuel, et puis finalement ce descripteur regroupe plutôt des images des pratiques de jeu ou des éléments du jeu qui inciteraient à la discrimination et ne prend pas forcément suffisamment en compte les propos discriminants qui sont plutôt mélangés avec le langage grossier, et il y a une espèce de confusion entre les deux. On sait que dans l'univers du jeu, notamment, la question des propos haineux, j'y reviendrai, est problématique. Donc, vous avez ces 2 descripteurs. Ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que les 2 sont liés. C'est-à-dire que si vous prenez la classification d'âge et les descripteurs, plus vous aurez pour chaque descripteur une classification d'âge élevée, plus ça veut dire que le contenu lié au descripteur est intense. Un exemple, la question de la violence. Vous pouvez avoir des descripteurs violents sur des jeux qui sont 7, 12, 16, 18, mais évidemment, sur un jeu 7, vous allez être sur une violence non réaliste, humoristique, voilà, parfois cartoonesque, là où sur du PEGI 18, vous allez être sur une violence crue, souvent de personnages humains envers des personnages humains sans défense. Donc, vous avez des intensités de violence qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça que il est important de bien lier les deux, et en tant que parent, d'être attentif à l'âge, mais également au descripteur, et de toujours se dire, lorsque j'ai cet âge avec ce descripteur, ça veut dire qu'on est
potentiellement sur une intensité de plus en plus forte en fonction de l'âge. Donc, vous retrouvez ces informations sur les boîtes de jeux, sur les sites lorsque les jeux sont dématérialisés également, et vous pouvez retrouver sur le site PEGI également, peggy.info, les éléments pour tous les jeux qui sont publiés en France et au niveau européen plus généralement. Un point important, PEGI a également relancé un descripteur complémentaire qui est un point d'exclamation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir. C'est un descripteur qui en fait a été utilisé pour alors, notamment pour des jeux qui sont plutôt, alors qui ne sont plus des jeux, justement, plutôt pour des plateformes. Et la plus connue, c'est Roblox, qui pendant longtemps avait eu une classification propre, en étant considéré comme un jeu, mais on voit bien que sur des plateformes comme Roblox, où finalement votre enfant va peut-être au départ accéder à des jeux qui vont avoir des contenus non problématiques et qui pourraient être classés 3, 7, etc. Mais lorsque vous rentrez dans l'univers de Roblox, vous avez potentiellement accès à tout un ensemble de jeux, y compris des jeux qui pourraient être classés 16 ou 18. Et donc, en fait, c'est l'entrée dans une plateforme qui vous ouvre un accès à des jeux allant de PEGI 3 à PEGI 18. Et du coup, ça n'aurait pas tellement de sens de mettre une classification, parce que soit on mettrait une classification PEGI 3, la plus petite des jeux présents, mais ça oublierait le fait qu'il y a des jeux qui peuvent être 18, soit on mettrait une classification PEGI 18, mais ça vous laissera à penser qu'il n'y a que des jeux ayant des contenus violents ou à caractère sexuel, ce qui n'est pas le cas. Donc l'idée, c'était plutôt d'alerter les parents en disant attention, voilà, typiquement Roblox, c'est un jeu où la surveillance parentale est extrêmement importante. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement est-ce que mon enfant a l'âge requis pour aller utiliser Roblox, c'est si je le laisse aller sur Roblox, ça veut dire qu'il faut que je sois en permanence à regarder, à discuter avec lui sur les jeux auxquels il va aller jouer pour vérifier qu'il n'y ait pas de contenu problématique. Donc c'est ce qu'on appelle le guidance parentale qui est relancé par Roblox, par PEGI, pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a d'ailleurs des questions, Esther, parce que je ne vois pas je n'arrive pas à voir les questions. Et je vois juste qu'il y a 35 messages en haut. Je vais voir si je peux. Ah oui, c'est bon. Donc, je crois qu'il y avait des questions sur PEGI. Pourquoi cette précision sur la violence exercée sur les humains, c'est grave aussi et destructeur pour la sensibilité, la violence sur les non-humains animaux ou même les personnages de fiction totale. Alors effectivement, ce qui a été retenu, c'était le fait de véritablement insister sur les jeux où le personnage avait un caractère. Alors, le terme n'est pas un personnage forcément humain, c'est un personnage à caractère humain, qui ressemble à un être humain, notamment pour des effets, on va dire, d'imprégnation que peut avoir la violence. C'est-à-dire que si vous êtes sur des personnages qui ne ressemblent absolument pas à des êtres humains dans un univers de jeux vidéo, en tout cas au sein des experts, on considère que l'impact n'est pas le même. Alors sur la violence sur les non-humains, en fait, si on est sur des animaux qui ressemblent à des animaux, ça rentrera bien dans cette case-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt des caractères qui ressemblent à des humains, mais à la limite, ça peut être des animaux également. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit violence sur les animaux, c'est pas important, ça n'a pas d'impact. Non, on prend bien en compte ces éléments. C'est vraiment la distinction entre quelque chose qui nous fait penser à un être humain et finalement une projection dans le monde réel, de manière à quelque chose qui pourrait être reproduit ou faire référence à quelque chose de tangible dans le quotidien, versus des personnages qui ne seraient pas du tout à dimension humaine et sur lesquels il n'y aurait pas de risque pour l'enfant de se projeter dans le monde réel. C'est plutôt cette discrimination-là, cette différenciation-là qui a été faite. Alors,
quand même pour vous dire, la signalétique PEGI, c'est sans doute une des signalétiques qui, en termes de questionnement, a le plus évolué. C'est-à-dire qu'elle a 20 ans aujourd'hui, enfin en 2023, elle a 20 ans, et elle a fait l'objet d'énormément d'évolutions. Et c'est des choses qui sont régulièrement remises en discussion. 2-3 fois par an, il y a des réunions pour faire évoluer, bouger les lignes. Mais n'hésitez pas. Alors, il y a possibilité d'ailleurs, si vous avez, vous constatez des jeux qui ont une classification qui ne vous semble pas adaptée ou parce que des éléments ne sont pas pris en compte, vous avez la possibilité de réclamer auprès du système PEGI une modification de la classification. Et il y a un complaint board au niveau PEGI qui traite ces questions. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Je vois qu'il y a également si un jeu à PEGI 18, le parent ne pourrait pas faire la part des choses et accompagner l'usage. Alors effectivement, encore une fois, la signalétique, elle est un élément pour les parents, mais nous on incite évidemment dans le choix des jeux, c'est aussi aller regarder le jeu, à éventuellement aller sur Internet. Vous avez toujours des démos, des tutos, enfin tout un ensemble de contenus vidéo où vous pouvez aussi voir un peu quel est l'univers du jeu, comment le jeu se présente, quels sont les personnages, etc., au-delà de la signalétique. Quelque part, la signalétique, c'est un premier niveau d'information, mais nous, on incite évidemment les parents à se renseigner le maximum, et même lorsque le jeu est à la maison, regarder avec son enfant, discuter, pourquoi pas lui proposer qu'il vous montre le jeu, etc. Encore une fois, le dialogue, c'est vraiment un aspect important, et la signalétique, aucune signalétique et aucun système, j'allais dire technologique, ne doit remplacer la présence parentale. C'est véritablement de la responsabilité des parents de sécuriser les pratiques de son enfant. Alors, je pense qu'il a fallu dire que c'était. Alors, j'ai une question là, je pense. Je suis choqué de la réaction de 6-10 ans quand je les ai fait jouer sur Minecraft. Leur réflexe a été de tuer des animaux tout de suite sans forcément de raison. Oui, je n'ai pas forcément de... c'est peut-être. Alors, Minecraft, je crois, est un PEGI 7 ou PEGI 12. Effectivement. PEGI 7 Minecraft, voilà. Donc 6-10 ans, potentiellement, ils peuvent jouer. Mais encore une fois, ça montre bien qu'il y a le contenu et il y a la manière dont les joueurs vont se saisir de ces contenus. C'est bien la question de la pratique. C'est-à-dire que derrière un jeu, et c'est ce qui différencie d'ailleurs un jeu vidéo aussi d'autres produits culturels, c'est que chacun va aussi s'approprier le potentiel du jeu et va faire vivre le jeu de la manière dont il va jouer. Et c'est pour ça que cette question de l'accompagnement des enfants, de la discussion avec eux, si vous repérez des choses, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, qu'est-ce que ça leur a, comment ils ont ressenti les choses, pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce besoin-là de faire ça, d'avoir ce comportement vers des animaux. Et donc, c'est aussi aborder ces questions et aussi se servir du jeu vidéo pour aborder un certain nombre de sujets, par exemple la violence envers les animaux, le respect, etc. C'est un défouloir tout simplement. Alors oui, c'est quelque chose qu'on évoque souvent, cette question du défouloir, cette question du jeu vidéo où finalement toutes les pulsions un peu négatives de violence, on va les faire passer par le jeu vidéo. C'est pas démontré totalement scientifiquement. Il n'y a pas d'études qui montrent que un enfant qui aurait besoin de se défouler, le jeu vidéo lui permettrait de se défouler totalement et ça réglerait tous les problèmes. Voilà, c'est des choses qui sont plus complexes. Et je rejoins peut-être ce que dit Raphaël, c'est que parfois les comportements dans les jeux sont simplement liés aux mécaniques de jeu. Effectivement, et c'était ce qu'on voyait par exemple dans GTA 5, c'est que le fait parfois d'avoir des actions envers des personnages fragiles ou vulnérables pouvait rapporter plus que le faire envers d'autres personnages. Donc il peut y avoir des mécaniques de jeu aussi
qui entraînent des comportements. Et c'est pas forcément ni quelque chose qui va être reproduit dans la vie de tous les jours, ni lié à des troubles psychiques quelconques, mais c'est simplement la mécanique de jeu. Mais encore une fois, c'est vraiment propre à chaque joueur, à chaque jeu, et c'est pour ça que c'est un enjeu parental. C'est bien parce que on peut pas avoir de réponse toute faite en fonction de l'âge de l'enfant et des jeux. C'est propre vraiment à l'environnement aussi, familial, à la manière dont on l'accompagne. Et donc, c'est quelque chose qui doit vraiment faire l'objet d'une présence parentale. Je vais avancer parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires et euh, 90% de jeunes ne s'achètent plus en magasin. Je suis pas sûr qu'on soit sur des chiffres aussi élevés, mais effectivement, les magasins ne sont plus les principales sources d'achat des jeux. Alors, autre point important, mais on l'a déjà un peu évoqué, c'est cette dimension sociale du jeu en ligne. C'est une évolution extrêmement importante. Aujourd'hui, la quasi-totalité des jeux peuvent se jouer en ligne. C'est souvent l'une des motivations principales, et en fait, le jeu est parfois presque un alibi pour être dans une communauté, échanger, discuter, poursuivre ce qu'on s'est dit à l'école, et on continue dans l'univers du jeu. Donc le jeu vidéo, il est aujourd'hui au cœur de quelque chose qui est beaucoup plus de l'interaction sociale de la communauté que parfois le jeu lui-même. Alors dans les chiffres que je vous ai mis, on était à 43% des joueurs qui jouent aux jeux vidéo en ligne. Très probable que cette année, on bascule au-delà des 50%. Donc, on voit que le jeu vidéo en ligne, cette dimension-là, elle est vraiment omniprésente. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est d'essayer de creuser un petit peu sur comment c'est vécu, cette pratique du jeu. Le fait que quand on est joueur, on va avoir le sentiment d'appartenir à cette communauté que j'évoquais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant, les enfants l'expriment beaucoup plus que les adultes, qui eux peuvent jouer en ligne avec d'autres joueurs sans pour autant se sentir dans une communauté. Mais là, à nouveau, ça s'explique aussi par le fait que, alors notamment à l'adolescence, à la préadolescence, les enfants ont besoin de ce sentiment d'appartenance à une culture, à un langage commun, à une génération commune. On a tous connu ça, quel que soit notre âge, et on a tous eu besoin d'avoir des produits aussi culturels qui nous rassemblaient, qui faisaient langue commune, etc. Et aujourd'hui, c'est évidemment le jeu vidéo qui occupe une place importante, et donc on a l'impression de faire partie d'une communauté de manière beaucoup plus importante que les adultes. Ce qui était intéressant de regarder aussi, c'est que sur cette question de dimension sociale, on a plutôt des joueurs qui voient dans la communauté quelque chose de bienveillant, qui va beaucoup plus loin simplement qu'une interaction, mais où ils n'hésitent pas à évoquer le fait que ça a permis de se créer, de se faire des amis. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va au-delà du jeu vidéo, et que souvent, le jeu vidéo, c'est une porte d'entrée, l'intérêt autour du jeu. Et puis, derrière, on va trouver des centres d'intérêt communs, et on va élargir les moments d'échange, de communication, qui vont aller bien au-delà parfois du jeu vidéo. Alors, en tant que parent, évidemment, il faut l'avoir en tête, hein, que c'est l'une des explications, je le disais tout à l'heure, au fait que les enfants peuvent passer du temps important, pas forcément d'ailleurs à jouer, mais être dans cette communauté du jeu, et ça, c'est un élément important. Un élément important de l'avoir en tête, parce qu'en tant que parent, évidemment, si on arrive avec un discours qui est celui du temps de jeu, du jeu, alors qu'eux sont dans une pratique d'échange, d'interaction, de communauté, de partage de quelque chose, et on peut avoir des frictions et des tensions entre parents et enfants, dans la mesure où les enfants ont le sentiment que les parents ne comprennent pas ce qu'ils font, et voient ils seront peut-être même pas en train de jouer, alors que les parents viendront en disant « mais tu es encore en train de jouer ». Donc c'est toujours important d'avoir en tête. Après, dans la dimension sociale du jeu, il y a un élément important aujourd'hui, c'est cette question des comportements toxiques, et j'ai cru voir passer des messages autour du jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'univers du jeu, il y a un enjeu, c'est cette question de revenir sur des comportements beaucoup plus civiques, beaucoup plus respectueux, et qu'il y a parfois des dérives qu'on constate dans l'univers des jeux, que ce soit au niveau du respect des autres joueurs, du respect des règles, du respect des équipes aussi.
quand on est en ligne et qu'on est dans une équipe, on doit respecter les autres joueurs, les adversaires, mais aussi sa propre équipe, et que parfois, aujourd'hui, on a des comportements qui ont oublié ces éléments-là, et que c'est aussi le rôle des parents de rappeler que le jeu, il suppose le respect de ses règles, le respect des autres joueurs, on ne peut pas avoir des propos injurieux, insultants, voire plus, dans ces univers-là. Alors évidemment, les parents ne sont qu'une des briques de réponse. Il y a aussi tout un travail qui est fait à la fois par les éditeurs de jeux, par les communautés de joueurs eux-mêmes. On participe, nous, pédagogues, à un dispositif qui s'appelle Réinventons les codes en matière de civisme et jeux vidéo, justement pour impulser du côté des joueurs une réflexion sur ça, pour que chacun essaie de tendre vers ce qu'on pourrait appeler un bon joueur, c'est-à-dire que c'est un joueur qui n'est pas seulement bon en termes de jeu, en termes de compétences qu'il amène au jeu, mais aussi en termes de comportement, d'attitude et de respect des autres. Et ça, c'est un aspect extrêmement important dans l'univers du jeu, et qu'en tant que parent, on doit effectivement, les jeux aujourd'hui récompensent les bons comportements. Il y a plusieurs manières d'aborder les choses, et les parents ont cet aspect-là, parce que évidemment, il y a les jeux en ligne, il y a les jeux qui vont se mettre en mode compétition, mais les premiers usages du jeu vidéo, ça commence beaucoup plus tôt, ça commence très tôt, ça commence en famille, et il faut qu'en tant que parent, on rappelle régulièrement le fait que le jeu vidéo, ça suppose bien ça, comme le jeu d'ailleurs en général, mais le respect des joueurs, le respect des règles, pour avoir ce travail de prévention, de prévenance presque, le plus précoce possible. Et évidemment, d'un autre côté, il faut travailler avec les éditeurs le font, il faut que les joueurs adultes aujourd'hui, enfin chacun se prenne en main pour qu'on soit sur des univers beaucoup plus apaisés. Et ça, c'est un aspect important. Alors, peut-être pour revenir, répondre, l'éducation sur l'impact des comportements nuisibles sur le net est primordiale, tout à fait. Peut-être pour terminer sur les messages clés, mais on en a déjà évoqué un certain nombre. En tant que parent, il faut créer un cadre propice pour une expérience positive du jeu. Voilà, c'est un peu la vision générale, c'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre la question de la discussion au cœur de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut être présent dans le choix des jeux, il faut proposer des jeux adaptés aux enfants, on l'a dit, des jeux diversifiés, il faut éviter que l'enfant soit un peu monomaniaque sur un seul jeu. C'est souvent d'ailleurs un élément important à prendre en compte. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est-ce que mon enfant varie ses pratiques de jeu, ses expériences de jeu, ou est-ce qu'il est uniquement centré sur un seul jeu? Ça, c'est important, cette question de l'équilibre des jeux, dans les types de jeux, dans les modes de jeu. Mais ce choix des jeux diversifiés, comme le fait de fixer des règles. En tant que parent, on doit fixer des règles. Il y a des temps où on peut jouer, il y a des temps où on ne peut pas jouer. Il y a des moments de jeu, il y a comportements positifs. Il y a tout un ensemble de règles à fixer en tant que parent. Et sur notre site Pédagogie, vous trouverez tout un ensemble voilà, de conseils qu'on donne aux parents en fonction des âges, mais encore une fois, c'est à chaque parent de s'approprier ces éléments et de le remettre en discussion aussi avec les enfants. C'est vraiment essentiel de parler avec ces enfants de jeux vidéo. D'abord, ils sont demandeurs. Souvent, ils sont demandeurs parce que ce que nous disent, et vous avez sans doute pour ceux en tout cas qui accompagnent des jeunes, et j'ai vu qu'il y en a fait dans les messages un certain nombre, ils sont demandeurs de pouvoir échanger autour du jeu vidéo, de pouvoir parler de leur expérience de jeu. Encore une fois, c'est quelque chose qui les occupe beaucoup, qui leur apporte beaucoup de satisfaction, mais aussi qui leur pose des questions parfois, qui crée des sentiments, qui crée des émotions. Et l'enfant, il a besoin de mettre des mots sur ça, il a besoin d'en parler à des adultes. Et les parents doivent entendre ces aspects-là. Alors, quand on n'est pas joueur, ou quand on a on a tous des contraintes autres, c'est vrai que on n'a pas forcément toujours le temps ou l'envie de parler de la pratique de jeu de ses enfants, qui vous raconte la partie de jeu qu'il a fait. Si on n'est pas dans ces univers-là, ça peut nous sembler inintéressant, et on pourra avoir le réflexe de repousser l'enfant en disant on verra plus tard, ou pas maintenant, ou ça m'intéresse pas, etc. Or, c'est
extrêmement important d'être à l'écoute de son enfant parce qu'il a, lui, besoin parfois d'exprimer des choses qui se passent à travers le jeu vidéo. Donc cette discussion, le choix des jeux, le fait de fixer des règles, donc le fait de partager aussi des moments de jeux vidéo. Nous, au sein de Pédagogie, on dit aux parents, si vous êtes joueur ou même si vous n'êtes pas joueur, partagez des moments de jeux vidéo avec vos enfants, faites l'effort de jouer. Ça permettra d'abord de connaître les jeux des enfants, mais aussi de voir comment ils réagissent et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les comportements qu'ils peuvent avoir dans les jeux, des choses qui vont faire l'objet d'une discussion. Et puis en tant que parent, et on l'a dit également, c'est donner l'exemple et le bon. Si on est parent joueur, il faut aussi montrer qu'on peut être joueur, mais tout en ayant une pratique raisonnée. J'ai vu dans le chat qu'évidemment, si vous êtes parent joueur et que vous ne savez pas vous arrêter, ou vous jouez tous les jours, tous les soirs, c'est difficile de ensuite expliquer à son enfant qu'il doit moins jouer. Mais aussi en tant que parent, on peut leur montrer d'autres types de jeux, pourquoi pas de leur faisant découvrir des jeux rétro, des jeux qu'on jouait ou des jeux qu'on connaît par ailleurs ou on a entendu parler, leur ouvrir à d'autres types de jeux. Et puis évidemment, tout ne passe pas par le jeu ou par le numérique. En tant que parent, il faut aussi leur proposer des activités complémentaires, des activités stimulantes. Encore une fois, derrière le jeu, il y a souvent une motivation profonde. C'est pas forcément on ne joue pas sans raison, il y a des raisons. Et donc, si on veut aussi continuer à être dans une approche positive, c'est montrer que ces motivations-là, on peut les retrouver autrement que par l'univers du jeu ou par les écrans. Mais c'est toujours cette question de déséquilibre entre équilibre écran sans écran et à l'intérieur des écrans, être dans des pratiques diversifiées. Le contrôle parental, ça peut être, c'est une question qui est souvent posée, ça peut être un outil qui peut être utile pour les parents. Il y a sur les consoles de jeux aujourd'hui des dispositifs de contrôle parentaux qui permettent de bloquer l'accès à des jeux de certaines signalétiques en fonction de l'âge de l'enfant, mais aussi de mettre du paramétrage du temps de jeu, des modes de jeu, de l'accès ou pas aux jeux en ligne. Donc ça peut être des outils utiles pour certains parents, mais ça ne remplacera pas la discussion et le dialogue, encore une fois. D'abord parce que votre enfant, il peut jouer ailleurs que chez vous, et puis parce que ça doit servir au dialogue et à la discussion, et pas être simplement un outil qui prendrait votre place et qui se substituerait à votre rôle. Donc, c'est utile. Ça peut être utile notamment pour les plus jeunes joueurs, pour les plus jeunes enfants, mais ça suppose un investissement, d'autant que, évidemment, le paramétrage doit être adapté à l'âge et aux pratiques de l'enfant. Donc, il ne s'agit pas de l'installer une fois, mais bien de manière continue de le mettre en œuvre. Pour terminer, parce que je vois qu'il est 13 heures, peut-être rapidement vous redonner les deux grandes ressources. Vous avez le site Pédagogieux, donc vous retrouvez tout un ensemble de conseils, des fiches pratiques sur, par exemple, jeux vidéo AH, sur la question du sommeil, sur la question de la vue, des sujets qu'on n'a pas abordés, les questions de santé, sur la question des contenus, problématiques, mais vous avez également des fiches de jeu. Et ça, c'est peut-être le dernier point sur lequel j'insisterai pour Pédagogieux. Je ne sais pas si ça ouvre là, vous devez le voir. Vous avez des fiches de jeu qui, en fait, expliquent un certain nombre de jeux. Prenons l'exemple de Elden Ring, par exemple. Je sais pas, je pense que vous le voyez. Vous avez à la fois une présentation du jeu en quelques mots, mais aussi les sujets qu'on peut aborder. L'exemple de Elden Ring, par exemple, c'est que vous avez la tragédie au cœur du jeu. Donc, ça permet, alors ça dépend aussi de votre envie d'aborder jusqu'à là ce point, mais voilà, on est sur un jeu qui a une dimension très tragique où se pose la question de la mort, la quête du sens, etc. Donc ça peut être des choses qu'on peut aborder, y compris avec des adolescents. C'est aussi parfois on vous met ce que peut apporter Elden Ring et puis les différents types de possibilités de jouer en ligne. Donc vous avez tout un ensemble de jeux qui
sont des jeux un peu débattus et sur lesquels on sait que les enfants vont peut-être avoir envie de jouer et où il faut avoir une grande vigilance. Donc ça, c'est vraiment pour les parents. Et puis, vous avez également d'autres types de fiches qui sont des fiches plutôt sur des jeux en famille, des jeux qui ont été proposés par des parents, qui ont été testés par des parents. Et là, on est plutôt dans le conseil, on va dire, ben voilà, ce jeu-là, on peut jouer en famille, plutôt avec des enfants de 6-8 ans, avec ces modalités-là. Et l'idée, c'est de pouvoir impulser dans toutes les familles des pratiques de jeu plus régulières, parce que dans les chiffres actuels, on sait qu'on a à peu près 2/3 des parents qui déclarent jouer avec leurs enfants, mais de manière occasionnelle, c'est-à-dire une fois par mois. Et nous, on pense que tous les parents devraient, à un moment ou à un autre, jouer avec leur enfant. C'est vraiment essentiel, et surtout jouer régulièrement avec leur enfant, parce que ça fait vraiment partie d'un aspect important pour pouvoir bien accompagner ces enfants. Donc voilà pour ce pour Pédagogeux. Et puis je voulais également vous parler une minute du site Mon enfant et les écrans. Donc là, on sort un peu du jeu vidéo, et donc c'est le site que j'évoquais tout à l'heure, qui est un site qu'on a développé à l'UNA véritablement pour les parents, et on a aujourd'hui à peu près 120 articles publiés qui sont vraiment une entrée en tant que parent sur des problématiques liées aux écrans. Donc on aborde de temps en temps le jeu vidéo, mais on aborde tout un ensemble d'autres problématiques autour des écrans, des sujets qu'on a abordés, la question de comportement toxique, du cyberharcèlement, mais aussi des aspects plus positifs des écrans. Donc voilà, un site pour les parents. Et je crois que j'ai terminé. Et je protège mon enfant. J'ai oublié juste le site donc, qui est porté par les pouvoirs publics, et dont l'UNAF fait partie des acteurs qui ont porté ce site, qui est un site aussi là qui recense tout un ensemble d'informations pour les parents autour de la question, alors au départ de la pornographie, mais également des écrans. Et là, vous retrouverez tout un ensemble de ressources qui permettent aussi aux parents d'accompagner leur enfant. Voilà, voilà Esther, je pense qu'il y a d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Effectivement, ouais. S'il y a encore une autre question auxquelles vous voulez répondre, n'hésitez pas. On peut encore je vais la rader peut-être pendant que vous présentez. Ok, parfait. Je vais arrêter mon partage d'écran peut-être. Voilà. Alors, parfait. Et n'hésitez pas du coup aussi sinon à directement répondre dans le chat. Et on pourra reprendre un tout petit temps à la fin si vous avez encore 2-3 questions. Pour conclure ce webinaire, on est déjà presque à 13h05. Je voulais juste vous partager, donc je vois déjà que voilà, vous êtes un certain... Donc, Olivier vient déjà de vous présenter aussi donc, des différents sites dans lesquels vous pouvez retrouver différentes ressources et contenus qui peuvent vous être utiles sur ces thématiques-là. Je vois aussi des gens dans le chat qui ont partagé, notamment quelqu'un qui parlait du 3018 et d'autres acteurs qui peuvent être utiles dans l'écosystème d'accompagnement d'accompagnement des parents pour accompagner sur l'usage numérique de leurs enfants. Et on souhaitait du coup de terminer par une réouverture un petit peu, outre l'accompagnement sur les jeux vidéo, de parler des différentes ressources auxquelles vous pouvez avoir accès pour accompagner vos enfants sur le numérique. Donc en commençant rapidement par une présentation des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès sur le site Les Bons Clics. Donc sur Les Bons Clics, vous avez tout un espace qui vous est dédié. Il suffit de vous inscrire gratuitement. Vous avez accès à un certain nombre de ressources. Pour juste réintroduire, Les Bons Clics, c'est une plateforme de ressources pédagogiques qui tourne autour des compétences numériques de base. Donc c'est plein de thématiques différentes, pas seulement la parentalité numérique. On traite de la e-santé, on traite des démarches en ligne, des sujets de mobilité, etc., mais dont aussi l'accompagnement des enfants sur les écrans. Et vous avez 3 types de contenus qui peuvent vous intéresser sur la plateforme autour de la parentalité numérique, des contenus à la fois pour vous, pour monter en compétence pour se monter soi-même en compétence sur les outils, donc notamment par exemple, la rubrique communiquer sur Internet.
vous allez avoir accès à un certain nombre de ressources autour des réseaux sociaux, par exemple, sur découvrir l'univers des réseaux sociaux, découvrir les réseaux sociaux spécifiques, découvrir donc leur spécificité, leurs usages, leur contenu, parce qu'il y en a peut-être que vous maîtrisez moins que d'autres, par exemple TikTok, donc des ressources qui peuvent être intéressantes de ce point de vue-là pour monter soi-même en compétences. Et ensuite, 2 autres types de ressources pour accompagner directement ces enfants sur les écrans. Et là, vous avez donc une rubrique sur ce sujet-là, où vous avez des ressources autour de tous les outils pour suivre la scolarité de son enfant, notamment des ressources sur l'outil Pronote, et aussi des ressources plus larges sur mieux vivre sa parentalité à l'ère du numérique. Donc, c'est des ressources plus larges sur l'idée d'utiliser le numérique en famille. On a mentionné ça tout au long de ce webinaire aussi, l'idée d'élargir aussi les pratiques du numérique, de pouvoir, donc il y a une formation en 2 parties sur ce sujet-là qui apporte des bonnes pratiques, des ressources pour pour se sentir plus en confiance à la fois sur la gestion et les discussions autour du temps d'écran, sur les activités, les jeux pédagogiques qu'on peut mettre en place en famille avec ses enfants, avec notamment des recommandations dans ces ressources, et aussi des ressources sur lesquelles vous pouvez trouver des contenus sur voilà, des actions à mettre en place pour prévenir des risques liés aux usages numériques, donc des mauvaises rencontres, du cyberharcèlement, des contenus choquants. On traite aussi du sujet du contrôle parental. Voilà, ce sont plein de ressources différentes sous différents formats. On a des formats plus vidéos courtes, donc par exemple autour de 10 astuces pour mieux vivre le numérique en famille, ou encore des vidéos sur le contrôle parental. Vous avez aussi accès à des articles sur les bons clics, notamment par exemple cet article sur l'action de l'association e-enfance, et donc qui est aussi l'association derrière le 3018, qui agit depuis plus de 15 ans pour la protection des enfants en ligne et l'éducation à la citoyenneté numérique, et qui parle de son action, que vous pouvez aussi aller consulter. Et vous avez accès à toutes ces ressources, notamment qui sont résumées donc, voilà, sur la page qu'on vous mettra dans le support, autour de la parentalité numérique qu'on a mis en place. Et donc sur laquelle voilà, je vous invite vraiment à aller voir donc toutes les ressources, et aussi surtout on poste aussi tous les replays des webinaires qui sont passés. Donc il y aura bien sûr tous les contenus qui ont été présentés aujourd'hui et les informations qui ont été partagées aujourd'hui, mais vous pouvez aussi retrouver, pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté au webinaire sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement, avec l'intervention d'Internet sans crainte qui était venue. Et aussi un autre webinaire qu'on avait fait autour, là, beaucoup plus large, du rapport aux écrans, notamment pour les jeunes enfants, avec 1, 2, 3 Kids. Donc voilà, un certain nombre de ressources que vous pouvez aller consulter sur tous ces liens-là qu'on vous mettra dans le support. Et on vous a aussi mis dans le support un panorama un peu de beaucoup d'acteurs qui sont soit venus en webinaire, soit qui ont été mentionnés comme des sources. Notamment, Olivier parlait tout à l'heure de Je protège mon enfant, bien sûr de toutes les ressources de l'UNAF, donc de pédagogue.fr, Mon enfant et les écrans. Quelqu'un mentionné donc e-enfance. Des acteurs qu'on a eu aussi, donc Internet sans crainte, comme je vous disais, 1, 2, 3 Kids, et voilà, et d'autres acteurs qui agissent sur le sujet et proposent des contenus et des ressources qui sont très intéressantes. On vous a mis notamment un petit résumé et des liens vers tous ces sites avec des résumés du contenu qu'ils proposent et de leur action principale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller observer tout ça dans le support qu'on vous enverra. On ne pouvait pas en 1 heure couvrir toutes les thématiques, donc on était très intéressés de pouvoir aujourd'hui faire ce focus sur les jeux vidéo. Mais voilà, l'idée, c'est aussi que vous puissiez ressortir avec toute une boîte à outils qui vous permettra d'aller creuser dans la thématique très globale de la parentalité numérique, tous les sous-thématiques qui vous intéressent, toutes les questions que vous posez et que vous avez notamment posées, par exemple, au tout début du webinaire en introduction, dans les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui sur ce sujet. Donc voilà, je vous inviterai à aller creuser tout ça. Il nous reste 5 minutes avant la fin. Peut-être, je ne sais pas si Olivier, entre-temps, vous aviez vu des réponses ou des retours sur lesquels vous souhaitiez rebondir. Oui, il y a trois choses. Alors effectivement, sur la question, sur la question du respect, l'idée, c'est de se dire, il ne s'agit pas de se dire que traiter ces questions dans l'univers des jeux vidéo, etc., pourrait nous obligerait pas à traiter cette question du respect d'un point de vue global. Évidemment, on a un gros problème aujourd'hui de comportement haineux, de
comportements toxiques dans beaucoup d'espaces, c'est vrai, dans les espaces réels, dans les espaces virtuels. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir collectivement à la manière de faire bouger les lignes et de faire prendre conscience à chacun du rôle qu'on a à jouer pour être dans une société plus apaisée. Et c'est vrai que le jeu vidéo nous semble un levier très intéressant à mobiliser pour lutter contre ça. Mais évidemment, ça ne marchera pas si par ailleurs il n'y a pas une réflexion globale sur cette question de l'éducation et du respect des autres. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai vu quelqu'un, alors j'ai plus le nom qui n'était pas joueuse et qui disait qu'elle avait accompagné son enfant dans un grand rassemblement autour du jeu vidéo et que ça lui avait apporté beaucoup pour comprendre un peu tout ce qui se passait. Je pense que c'est un message important. C'est vrai que ces moments où on peut aller dans ces univers où on parle de jeux vidéo, ça peut apparaître austère, voire hostile pour certains parents. Mais une fois qu'on y va, souvent les parents, nous on en rencontre beaucoup dans des salons, dans des lieux autour du jeu vidéo, et c'est vrai qu'ils découvrent des choses qu'ils n'imaginaient pas. Et c'est souvent une première manière d'aborder cette question du jeu. Donc, alors je parle plutôt là aux professionnels. C'est vrai que si vous accompagnez des parents et qu'ils semblent avoir un regard un peu négatif ou critique du jeu vidéo, n'hésitez pas à les inciter à rentrer dans ces lieux de rassemblement autour du jeu vidéo, notamment en matière de e-sport. C'est toujours très intéressant. Et puis, dernier point, il y a eu des questions qui se sont posées sur est-ce que les conseillers numériques France Service peuvent répondre autour du jeu vidéo. Je ne suis pas sûr que tous peuvent le faire, mais sachez que via Pédagogio, on a également, et j'en ai pas parlé, un réseau d'ambassadeurs. On a à peu près 220 ambassadeurs qui sont des structures qui sont en fait nos relais sur le terrain et qui sont présents dans 70 départements et que vous pouvez solliciter si vous avez des questions. Et si vous êtes par ailleurs vous-même dans une structure qui faites déjà de la sensibilisation autour du jeu vidéo et que vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à y aller. On a parmi elles un certain nombre de conseillers numériques France Info, en tout cas de structures qui ont des conseillers numériques France Service. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer, je dirais, un réseau d'accompagnants et de professionnels vraiment spécifiques aux univers du jeu vidéo, parce que vous l'aurez compris, on est sur la problématique des écrans au sens large, mais le jeu vidéo occupe une place singulière dans toute cette question des écrans, et ça reste aujourd'hui l'une des, si ce n'est la première activité en termes d'écran des enfants. Donc c'est quelque chose de, voilà, c'est une ressource supplémentaire parmi toutes les ressources qui ont été présentées par Esther. Très bien. Merci beaucoup pour ces compliments. Merci à tous d'avoir été présents. Je vois qu'on est encore 93 à la fin du webinaire, ce qui est très positif. Je vous partage rapidement avant donc qu'on clôture ce webinaire, un questionnaire de satisfaction, parce qu'on ne va pas forcément là, avoir le temps d'échanger de vive voix sur tous vos retours, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours au travers de ce moyen-là, de nous dire ce qui vous a plu, ce que vous souhaiteriez aussi voir potentiellement dans de prochains webinaires, s'il y a encore d'autres sujets que ceux qui ont déjà abordé, que vous souhaiteriez aborder un autre temps qui pourrait être organisé plus tard. Donc voilà, je vous invite vraiment à nous faire vos retours via ce questionnaire, et je vous remercie vraiment pour votre présence à ce webinaire, pour votre attention, pour votre participation aussi via le chat et tous vos retours et vos questions. Et encore vraiment, merci beaucoup Olivier pour votre intervention de qualité. Voilà, on est vraiment ravis de vous avoir reçu aujourd'hui sur cette thématique. Et si c'est bon pour vous aussi, si vous avez un mot de la fin, ou si on peut clôturer tout ça. Si c'est bon. Merci. Non, c'est bon, merci. Parfait. Et merci à tous. Et voilà, on vous remet le formulaire de satisfaction dans le chat. Et voilà, je vous remercie. Et je vous souhaite une très, très belle journée. Et bien sûr, on revient vers vous très rapidement avec le replay et les supports qui ont été présentés pendant le webinaire, que vous ayez accès à toutes ces ressources et à tous ces liens, et aussi à tous les conseils et les bonnes pratiques qui ont été partagées. Bonne journée.